petit peu d'intro. Ne bouge pas. Ouais, je ne bouge pas. Alors, je vais vous poser un petit peu le contexte sur comment on est amené à avoir fait un petit peu d'API design, etc. Donc, autour de notre design system. Ensuite, on va voir. Je vais vous montrer comment. Je vais vraiment essayer de partir sur du design thinking, vous montrer comment on a pensé et mis en place un composant, un simple bouton, et vous montrer les différentes itérations sur lesquelles on a travaillé sur l'année en cours là, de notre première itération de design system à maintenant ce qu'on a en production, et on arrive à faire des écrans vachement plus rapidement qu'avant. Et si j'ai un peu de temps, je vous montrerai un petit peu de code dans Android Studio. Ok, on va partir sur l'introduction et poser le contexte. Un petit peu d'histoire sur comment on est arrivé à faire notre design system en compose. Donc en gros, c'est un peu le lièvre et la tortue chez nous. On n'a pas rushé vraiment. On a pris le temps, on a bien testé quand c'était en alpha, bêta, dev, etc. Donc on a pris le temps. On a pris, je crois, 2 ans pour mettre notre premier composable en prod depuis la première expérimentation. Et pourquoi on est parti pour Compose? Parce que c'est cool déjà, mais pas que. Ça nous a permis d'avoir une meilleure productivité. Clairement, on a pu créer des écrans beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça a aussi amélioré la maintenabilité de notre code. Donc en termes de productivité, maintenant pour construire un écran, dans notre application, on utilise environ 30% de moins qu'un écran basé sur le view system. Avec du XML, etc. Donc on a vraiment un gain de maintenabilité, moins de code, et de productivité, on met moins de lignes de code en place pour créer nos écrans. Et aussi on est sur un framework qui est future-proof. Google investit beaucoup sur Compose, maintenant même ça pousse vers du Compose multiplateforme. Donc Compose est là avec un nouveau paradigme, certes, et là pour rester. Donc on a fait le choix très tôt de miser sur du Compose, en y allant doucement, certes, mais pour nous, c'est un framework qui est future-proof, donc bon pour la suite. Et pourquoi avoir un design system? Parce que c'est cool aussi, mais pas que. Parce qu'on a aussi, on veut avoir une certaine consistance en termes d'interface utilisateur entre notre application Android, iOS, desktop, etc. Donc il faut qu'on ait un branding assez unifié entre ces applications. Donc ça va nous permettre d'un peu standardiser les composants de notre application qui seront utilisés pour créer les écrans. On va avoir aussi une meilleure productivité d'un point de vue où on va définir un composant, un bouton, un list item, un texte, etc. Qui seront uniques. On va parler de composants atomiques ou un peu plus complexes. Là, on va parler de molécules. Et ces éléments-là vont pouvoir être réutilisés partout dans nos écrans pour construire on va dire, les différentes complexités d'écran suivant le design de l'écran, de la feature, etc. Donc aussi ça va permettre une intégration assez rapide dans Compose, et le système de preview aussi commence à être un peu au niveau de ce qu'il y avait avant. Donc ça permet d'avoir un premier aperçu assez rapide quand on met en place les composants dans nos écrans. Donc je disais que c'était un peu on va dire la course du lièvre et la tortue. Première fois qu'on a expérimenté du Compose, c'était début 2021. C'était vraiment hyper alpha. On a joué avec petit à petit jusqu'à ce qu'on ait aussi, on va dire, un concours de circonstances en interne où l'équipe design a poussé vraiment d'avoir un design system unifié sur toutes les plateformes avec des color tokens. Et ça, c'est un peu la base d'avoir du design system pour avoir quelque chose de solide pour continuer ensuite. Et donc, au fur et à mesure, dès qu'on va dire toutes les planètes s'étaient alignées, on a pu itérer quand vraiment Compose est passé stable. Donc c'est là où on s'est dit, ok, si c'est stable, c'est que c'est sec. Et là, on a un peu accéléré, construit pas mal de composants, ensuite construit pas mal de composants molécules, définir l'architecture pour on ne pouvait pas migrer en 2 mois plus de 50 écrans qu'on avait dans l'application.
Donc il fallait mettre en place un plan de migration, définir l'architecture, etc. Donc là, actuellement, en prod, on a plus de 50% de notre application qui est compose, avec un gros push cette année. Il nous reste que quelques écrans mineurs et un ou deux majeurs. Mais globalement, là, c'est vraiment un travail d'unification on enlève les fragments, on unifie un peu par univers, on va dire par activity, ces principes de navigation en interne dans l'activity, etc. Donc on est vraiment sur une fin de cycle pour avoir une application 100% compose. Et donc ça donne des écrans compose dans l'application. Et ce qui est cool avec un design system, c'est d'avoir une sorte de cookbook pour un peu, des fois, avoir la température côté design aussi pour leur montrer, tiens, voilà ce que ça rend dans la vraie vie sur un device. Et ça nous permet, nous aussi, un peu de jouer avec nos composants, parce que les premiers utilisateurs de ce design system, au final, ce sera nous. Et suivant comment on l'a conçu, on va se rendre compte très vite, si on investit un peu dans ces cookbooks, que des fois l'API, de comment on a conçu notre composant, des fois elle n'est pas si simple que ça in fine, ou si intuitif d'aller vers le cheminement in fine. Donc du coup, je vais montrer comment on est parti d'un simple bouton matériel 2 wrappé. On a fait un wrapper autour d'un bouton matériel. C'était notre première itération, la V1. À un composant ou bouton qui est un peu plus complexe. La complexité est cachée en interne dans notre design system, mais où on va dire l'API est pour nous, pour l'instant, on va dire la plus straightforward à implémenter dans l'application. Ok, donc maintenant je vais vous montrer un peu comment on est arrivé à ce design system, les premières briques, et comment on a fait évoluer l'API à travers le temps. Ok, un design system où vraiment le design d'API a de l'importance. Donc, je vais vous parler un peu rapidement des fondations. Donc, notre équipe design nous a passé un peu tous les composants atomiques et molécules nécessaires pour construire le design de notre application. Donc, première fois on s'est dit, ok, on va essayer de créer un design system full compose. On s'est demandé qu'est-ce qu'on a déjà de base à notre disposition avant de des fois réinventer la roue, etc. Donc on a eu des réunions un peu récurrentes avec l'équipe design sur ok, est-ce que ces composés-là sont encore utilisés, est-ce que ça va être revamp, etc. Oui, non. Donc une fois qu'on a eu toutes les infos nécessaires, maintenant on avait en place les color tokens, qui sont un avantage considérable si on les a dès le début de la construction de son design system, parce que ça va être tout ce système de color et de branding va être la base ensuite de tout, on va dire, le theming de son application. Et donc on a fait des expérimentations tous ensemble autour de ça. Et au début on s'est dit pourquoi pas directement partir sur ce qu'on a à disposition, donc le theming matériel de base. Et on s'est vite rendu compte des limitations par rapport à tout ce qu'on avait en termes d'interaction, en termes de couleurs. C'était pas vraiment ISO et on perdait un peu de flexibilité en utilisant directement le thème matériel. Donc c'était clairement un petit bloqueur pour nous. Du coup on s'est dit ok, on va pas s'arrêter là, on va essayer d'aller sur vraiment un thème custom, tel qu'on le veut et tel qu'il a été défini par les color tokens. Et on a décidé du coup de construire nos propres providers en termes de couleurs, d'animation, de dimensions, etc. qui seront à la base de notre thème. Et ces composition local providers vont faire une sorte de bridge entre notre thème et les éléments matériels au final qu'on utilise under the hood. Donc avec l'équipe design, on définit et on prend toutes les brand colors qu'on va utiliser dans l'application, donc toutes les couleurs qui sont utilisées pour des icônes, des états, des backgrounds, etc. Donc tout ce qu'il nous faut pour l'application.
Et ensuite, on va les mettre par exemple dans un fichier qui s'appelle par exemple brand palette. Donc toutes ces couleurs qui seront vraiment internales au design system. Donc ces couleurs-là, comme celles des base colors, elles ne devront jamais être utilisées directement par vos composants ou directement par l'application en elle-même. Donc c'est pour ça qu'il y a des color tokens qui existent, donc, qui vont définir l'état d'un texte, d'une surface, d'un icône, suivant les états, si c'est un état, genre un texte de base, un texte avec du contraste, un texte en mode warning, en mode error, etc. Donc voilà. Tous les états suivants, si c'est light mode ou dark mode aussi, tous ces color tokens vont être utilisés par vos composants, mais pas les brand color. Et donc, on va transformer tous ces color tokens en une sorte de data class immutable où on va définir tous les text colors, les surface colors et tout ce qui est associé dans nos color tokens en mettant en compte aussi de prendre le light theme et le dark theme. Donc quelques principes à suivre quand on part sur du design system. Après, si votre design system est full material, donc il ne faut pas prendre en compte la première, mais généralement c'est un bon conseil de ne pas partir directement sur les composants material. Laissez-vous un peu de flexibilité, parce que si au final, après 2-3 itérations, vous dites ah tiens, en fait, j'aimerais bien changer en fait, ce moteur de matériaux, il ne me plaît plus vraiment, et ben vous n'aurez pas à tout refaire d'un coup, juste, on va dire, débrancher et brancher un autre design system autre que matériaux. Et avoir une bonne API sur vos composants, ça facilite beaucoup l'intégration, et ça va être mon prochain point sur lequel je vais un peu plus élaborer. Ça va permettre d'avoir des composants scalables et essayer ensuite de garder cette notion d'atomic design. Donc avoir des composants très petits, des boutons, des textes, des icônes, pour ensuite construire des composants plus complexes, les molécules telles que des listes items, des dialogues, etc., qui vont être utilisés à travers votre application. Et pensez toujours aussi à interopérabilité, surtout si vous êtes sur une migration et pas sur une application Greenfield. L'interopérabilité va vous permettre de faire la transition petit à petit entre votre application qui est basée sur Vue vers du Compose. Donc on a poussé, en gardant ces principes-là, un premier concept et on a ensuite itéré. Et je vais vous montrer comment on a itéré sur l'API de notre bouton, un simple bouton. On a eu pas mal de discussions et pas mal d'itérations sur comment exposer un bouton dans notre application. Donc pourquoi investir dans de l'API design? Parce que ça va vous allez vous sentir bien à la fin. Vous aurez un sentiment vraiment de grande satisfaction d'utiliser un composant simplement, de rajouter juste quelques customisations, quelques styling dans vos écrans, et il apparaîtra parfaitement comme vous voulez. Donc ça va vraiment, investir dans l'API design, ça va vous permettre d'améliorer votre développeur expérience. Ça va simplifier l'implémentation de vos composants, l'intégration de vos composants dans vos écrans, et ça va amener à une plus grande productivité et vraiment une satisfaction personnelle sur l'expérience globale. Donc ça va aussi permettre d'améliorer la maintenabilité du code. Donc on aura une API claire qui va réduire beaucoup de complexités qui seront déportées côté design system. Elles seront internales au design system et pas exposées directement à l'application. Donc ça va permettre d'avoir une certaine maintenabilité autour de ce code-là. Et ça va permettre aussi d'améliorer la réutilisation des composants. Donc en définissant une bonne API, tout va s'imbriquer très bien dans votre application et tout le monde sera content. Donc, je vous rappelle, c'est cette slide. Donc, première itération où on a juste fait un wrapper
autour de notre application, autour de notre bouton Material. Et ensuite, on allait un peu plus loin. Comment ensuite on est allé, comment on a atteint ce type d'API pour nos boutons, où on a défini au final, dans le naming déjà, qui est une première, on va dire, une des premières composantes de l'API design, trouver son composant le plus instinctivement possible, pas passer la terre dans les paramètres et cacher la complexité en interne côté de votre SDK, votre design system, etc. Donc, au début, quand on a itéré sur ce design system, en termes d'approche, on était sur une approche genre simple, monolithe, on réfléchit pas trop, on push nos composants et on va itérer par la suite. Et ensuite, quand on a eu la première base, le wrapping autour de Material, on s'est dit que ok, on pouvait quand même améliorer un peu l'expérience de dev pour qu'il y ait, on va dire, le moins de duplicate côté app et cacher un peu cette complexité côté design system. Donc on avait notre bouton Material. Ensuite on s'est dit, ok, ce bouton Material, on aimerait bien quand même le styler parce qu'on a différents besoins au niveau de nos boutons. Faut qu'il soit des fois en mode warning, en mode error, donc on a différentes couleurs qui sont appliquées dessus. Il peut y avoir différentes shapes aussi. Donc on s'est dit, ok, on va définir un button style class qui va prendre une shape, une border, elevation, en gros tout ce qu'il nous faut pour styliser notre bouton. Et à partir de ça, on va créer on va dire des composables qui vont permettre de styliser assez simplement notre bouton suivant le style qu'on aura défini. Donc soit un style par défaut, un style field, donc couleur pleine du bouton, ou il peut être un outline, donc juste le bord qui sera visible. Donc on avait plusieurs styles définis. On s'est dit, avoir ce type de composable en termes de... On a une function qui permet ensuite de style notre bouton. C'était une première itération qu'on avait plutôt bien aimée. Donc ça nous a permis d'exposer assez facilement, on va dire, le style du bouton directement à notre application pour dire ok, je veux du fit, je veux du default, etc. Mais après on s'est dit ok, tiens, dans un bouton il y aura aussi peut-être un état de loading suivant si on veut faire une tâche un peu longue en background. Donc on s'est dit ok, machin, on va le styliser. On a peut-être aussi des paramètres en entrée à modifier, donc on va faire ok, qui peut être fill, mais il peut être aussi avoir un loader à l'intérieur. Donc on a construit nos composants et on s'est dit ok, c'était pas si mal. Donc on peut avoir des text buttons, des buttons with icon avec, on va dire, le style qu'on aura défini, donc du style text, etc. Donc on avait une première approche où on était plutôt content avec cette API. C'était un bon début, mais je pense qu'on a trouvé mieux par la suite, en itérant. Spécialement autour de ce style-là. Alors, on pouvait, on va dire, merger plusieurs styles. Et comme on l'avait défini avant, ça faisait des fonctions un peu nested. Donc, en gros, un style qui est fill, plein de couleurs alerte. Et quand on a vu ça, on s'est dit, ok, ça va être la fête aux parenthèses si on part trop comme ça. Et ça peut être vite illisible si on a encore une nested function qui se met à l'intérieur, style field, alerte et encore un autre truc. Donc on s'est dit, ok, on va partir, parce que comme vous voyez là sur l'écran, on a plusieurs vraiment styles de boutons, outline, field, etc., et différentes couleurs. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qui pourrait mieux matcher que ces nested functions? Clairement, le premier truc qui est arrivé à l'esprit, c'est d'avoir un builder pattern. Donc on a défini du coup une classe style
où on va chercher le style de notre button et ensuite on va appliquer dessus en builder pattern tout ce qu'il nous faut. On va prendre la primary color en termes de medium au niveau de la fonte et on veut qu'il soit filled. Voilà. Donc on a itéré vers ce builder pattern pour améliorer l'API de, de nos boutons. Donc ça ressemble à ça. Donc on a défini une object class button avec à l'intérieur, là on va utiliser notre button style builder. Et donc dans notre builder, on va lui passer différents, les différents styles qu'on veut lui passer au niveau soit du texte qui est à l'intérieur, soit au niveau de la couleur, soit au niveau de sa forme, etc. Donc tout ce qu'on veut, on peut chaîner tous ces différents styles à notre bouton. Et avec ça, on a réappliqué à peu près ce même builder pattern pour tous nos autres composants, style text field, component button. Donc ça nous a permis de reprendre à peu près le même pattern sur les autres composants de notre design system. Mais est-ce qu'on est bon encore? Non. De toute façon, spoiler, ça challenge toujours. Il n'y a jamais de fin à trouver la bonne API à ses composants, à son design system, son SDK. Ça ne s'arrête jamais. Donc on s'est dit, on était là, on avait nos boutons, on s'est dit, ok, on a un loading button, text button with icon, est-ce que ça va être vraiment ça qu'on veut exposer en termes de naming à notre app, à nous développeurs? Du coup, presque, mais pas tout à fait. On a essayé d'avoir vraiment une approche où qu'est-ce qu'on veut avoir directement à l'écran. On s'est dit, ok, on veut un fill button. Du coup, pour avoir ce fill button, la façon la plus rapide d'y arriver, c'est autocomplete fill button. Donc on s'est dit, ok, là on va cacher un petit peu certains composants de notre styling à l'intérieur, en interne de notre design system. Et cette simplification, elle va s'amener par trouver le composant qu'on veut le plus instinctivement possible avec son nom. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit le mock-up du designer? Ah tiens, ça c'est un fill button. Ok, fill button, je mets ok thème. Ensuite, après, suivant le thème du bouton, on met juste le thème primary ou non. Et ensuite, c'est parti. On va dire le styling est caché derrière juste le naming, on va dire, de ce bouton-là. Ça apporte, on va dire, moins de permissions. On est un peu plus restrictif sur le styling, mais ça nous permet d'être un peu moins error prone dessus. Ça nous permet de trouver le composant beaucoup plus simplement et d'être sûr, on va dire, du style qui est appliqué. Et ensuite, on a appliqué vraiment tout ce design thinking à tous nos autres composants en pensant, ok, comment on peut exposer un list item tout en laissant un peu de permission sur, on peut en title avoir juste un simple texte ou une combinaison un peu icon, texte, peut-être un badge, etc. Donc, laissons, on va dire, en termes d'API, laissons l'API ouverte sur le title, donc on a juste besoin de passer un composable. Alors, si on est sûr que sa list item avec son title, ça sera toujours un texte, on peut juste exposer un string et ensuite il sera passé en interne à son texte. Donc il faut vraiment assess comment le composant va être utilisé dans votre application. Et vraiment penser à décaler tout ce qui est core logic du côté du SDK, du côté du design system, pour on va dire, vraiment simplifier l'utilisation côté front. Et comme ça, il y aura une meilleure compréhension des composants du design system. Et donc ensuite, en termes de packaging, un petit aparté, mais on a quitté depuis très longtemps ce gros monolithe pour vraiment split ensuite en termes de composants. Nos composants de base, nos composants extended, ceux liés à fondation, ceux liés à matériel, ceux liés à navigation. Donc ça nous a permis d'avoir une certaine granularité autour de notre design system.
Et donc, les clés, on va dire, clés, éléments à retenir autour de ce design system et autour de cet API design, ça doit être toujours facile maintenant et après. C'est-à-dire que même si vous expérimentez, vous changez de 3 inputs, de 3 variables, pensez toujours keep it simple. C'est vraiment clé. Et ça doit être aussi compréhensible par tout le monde dans l'équipe, tout le monde qui utilise le design system. On peut avoir des juniors, des mid, des seniors, des staffs. Faut qu'une personne junior comprenne aussi bien l'utilisation du composant que le staff qui a plus de 10 ans d'expérience. Et en gardant ça à l'esprit, ça ne doit pas être parfait. Genre, vous allez construire un composant, vous pensez qu'il va être parfait, vous allez revenir dessus 2 mois, 4 mois après, et vous allez dire « Ah ouais, en fait, j'aurais pu améliorer ça, j'aurais pu changer ça, j'aurais pu renommer ça pour qu'il soit vachement plus simple à trouver dans la code base. » Donc, ça va être, au fil de l'eau, vous allez vous rendre compte et apprendre de vous et de ce que vous avez produit, à améliorer au fil de l'eau votre API de votre design system. Et toujours essayer de la garder, on va dire, scalable pour l'améliorer et ajouter des nouveaux composants, des nouvelles fonctionnalités, etc. pour que ce soit vraiment, on peut le modifier, mais le modifier simplement. Et le truc le plus important, c'est n'hésitez pas de challenger, d'expérimenter, parce que c'est vous qui allez utiliser ce design system. Et donc, n'hésitez pas à faire des cookbooks ou des screens de test pour tester un peu l'API des composants qui vont être exposés à l'app, pour vous familiariser un peu avec le composant, pour même tester, pour vous rendre compte que, ah tiens, en fait, l'API, elle est peut-être pas si bonne que ça. On s'est rendu compte récemment quand on a mis en place une première V1 de bottom sheet avec Compose, on s'est rendu compte que l'utilisation au final était un peu fastidieuse et on a vraiment retravaillé encore cette API design, comment amener facilement une bottom sheet dans notre application. Donc tout ça, c'est vraiment de l'expérimentation, de l'utilisation, et vous allez vous rendre compte vite si vous avez la bonne API pour vous et pour votre équipe. Je pense que je vais essayer de vous montrer un peu d'autres API qu'on a côté Android Studio. Donc par exemple autour des dialogues, donc en gros on a pris le choix un peu comme les list items d'exposer en gros des titles, title description, action loader, on va dire des composants classiques qu'on peut retrouver dans nos dialogues, mais par exemple un dialogue peut être comme une list item un peu plus complexe. Et le truc un peu sympa, c'est qu'on a créé des functions un peu autour de ce qui est un title, un description. Donc, en gros, une sorte de fonction un peu compagnon pour un peu simplifier pour les dialogues assez simples l'implémentation côté app. Donc, ça va nous permettre d'avoir des choses à peu près comme ça au niveau de comment créer un dialogue en prod assez simple. On passe un title avec le texte, on passe une description avec le texte, et ensuite on crée nos actions, du neutral, du destructif, du positif, suivant le design du dialogue. Et c'est parti, on a nos dialogues qui sont prêts pour la prod. En key takeaways, je vais un peu partir sur ce que j'avais dit avant, mais pourquoi investir dans l'API design, ça a de l'importance. De 1, ça va améliorer la développeur expérience, votre développeur expérience et la développeur expérience de votre équipe. Vous allez avoir une meilleure productivité à la fin pour créer tous les écrans de votre application, surtout si vous avez des choses assez complexes à mettre en place. Ça va faciliter le développement de votre application et vous aurez une certaine consistance en termes d'API sur tous vos composants et vous vous y retrouverez beaucoup plus facilement. Et surtout, n'hésitez pas à expérimenter.
Un peu de ressources pour finir. Il y a eu pas mal de talks autour de l'API design, dont un très bien par Martin Brown il y a un an, c'est ça, ouais, 2023, qui est Developer Relations chez JetBrains. Là, il se focus vraiment plus dans les tips de comment bien on va dire, créer son API design autour de faites ça et pas ça, plus pas design thinking mais vraiment plus tips en mode API design. Et sinon il y a pas mal on va dire de ressources autour des design systems, etc. Donc comment bien composer on va dire ces API pour faire un design system, appliquer à Compose, etc. Et je crois que c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là. Bonjour. Alors, Bonjour. au niveau de l'API design, Ouais. vous êtes d'accord qu'il y a un projet de votre application? Ouais. Est-ce que vous n'avez pas essayé de réfléchir à l'extraire? C'est-à-dire la rendre publique? Pas la rendre public, mais d'avoir un module séparé, un projet séparé. Alors c'est peut-être ouais. Alors c'est pas totalement un projet séparé, on va dire c'est un projet dans un projet. En gros, on a un module design qui dedans regroupe tous les autres modules de notre Compose API. Donc, ouais, en gros, on peut dire que c'est un projet dans un projet, et si un jour on veut le mettre en stand-alone quelque part pour, si jamais le distribuer ou le mettre open source en termes de design, on pourra le faire très, très facilement. Du coup, ma question par rapport à KMP, est-ce que vous l'avez utilisé ou c'était juste Compose natif? Ouais. Alors sur tout ce qu'on a expérimenté, c'était du Compose Android, du Compose natif. On a des plans d'aller faire des expérimentations côté KMP. Maintenant, il faut trouver le temps. Et le temps, on n'en a pas trop en ce moment. Mais c'est dans le pipe quand on aura un peu de temps de chapter, d'expérimentation, etc. Merci pour le temps. Je savais plus si on parlait en anglais ou en français pour l'instant. J'avais deux questions. D'abord, qu'est-ce que c'est un codebook? Ok. Et la deuxième question, c'est comment vous avez fait pour faire connaître les éléments qui étaient disponibles au niveau du design system à l'ensemble des développeurs? Alors, question super intéressante. Alors, un cookbook, en gros, c'est une mini-application qui va un peu démontrer et mettre en valeur tous nos composants, que ce soit atomiques ou beaucoup plus complexes, utilisés dans l'application. Donc, par exemple, on va avoir une liste de list items, des différents types de list items qu'on peut retrouver dans l'application, voir nos différents boutons suivant les différents états. Si je peux faire... Est-ce que j'aurais... Ah non, c'est Martin qui a mon téléphone. Ouais, je pourrais montrer ça après. Il me faut un câble aussi. Je demande beaucoup de choses. Et... oh là là, putain, c'est parfait. C'est Noël. Ouais. Alors... Pour le cookbook, tac. Je vais lancer. On va retourner sur Android Studio. Device Manager. Wow. Device Manager. Tu veux pas? Bon. Il n'y a aucun. Ok. Pourquoi il veut pas? Bon. Tac.
Ok, du coup, notre codebook, il ressemble à ça. En gros, il va montrer à peu près tous les composants qu'on a dans l'application. Donc, ça va aller des boutons. Et on va pouvoir faire des interactions où on va pouvoir les montrer en termes de secondary, primary color, critical color, neutral, etc. Donc, on va avoir un peu un aperçu du look and feel de tous nos composants qui vont être utilisés dans l'application. On peut aller après au niveau des textes, suivant la typographie qu'on va utiliser. Alors, ça a permis des fois de faire comprendre aux designers des fois genre ok cette fonte là elle est vraiment trop petite pour on va dire en termes même pas d'accessibilité, elle est juste trop petite pour comprendre ce qu'il y a vraiment décrit. Donc on va dire c'est vraiment c'est un showcase de nos composants qui sont utilisés dans l'application. Et pour la deuxième question, comment faire connaître les composants? Alors, soit on met le nez dans le Figma nous-mêmes et on navigue sur toutes les pages Figma et on dit ok ça c'est nos list items, ou après on avait fait des points avec les designers où ils essayaient un peu d'avoir ok ça c'est vos composants atomiques, ils nous ont montré ok suivant tous les états, comme j'avais montré sur une des slides où on voyait les différents types de boutons. C'est répertorié dans un Figma. Et donc, avec ça nous permet d'avoir déjà une base solide au niveau de... si on a déjà les composants atomiques, c'est déjà un win. On va pouvoir ensuite les utiliser pour faire des choses un peu plus complexes. Mais sinon, après, ouais, idéalement, c'est vraiment d'avoir une sync design tech assez fusionnelle. Oui. Ouais. Soit il y a vraiment genre le design system brut qui est défini, ou alors il y a le Figma des écrans qui sont utilisés dans l'application. Une petite question en ligne de Bod. Je ne répondrai pas. Julien a dit ne pas utiliser matériel. Mais du coup, par exemple, les composants comme bottom sheet, il faut les implémenter soi-même. Est-ce que c'est pas beaucoup de boulot? Alors, on n'utilise pas Material directement. Donc on wrap Material avec notre propre API. Et par exemple, avec les bottom sheet Material, on s'est vite rendu compte qu'on avait certaines limitations de notre côté en termes d'API design et vraiment d'utilisabilité et de fonctionnalité. Et pour cette chose-là, on a décidé de refondre un peu l'API design, mais d'enlever le côté material et d'avoir du composant style. Je ne sais pas si ça parle à des gens. C'est vraiment des composants Android faits par Alex Steele, il me semble, et qui sont totalement détachés, qui sont juste foundation, et il n'y a pas de matériel derrière. Et on avait trouvé notre bonheur en termes de fonctionnalité de bottom sheet à travers cette librairie. Donc on n'utilise pas directement du matériel dans l'application, mais en interne, dans le design system, ouais. Non. En fait, c'était pour revenir sur la question tout à l'heure à propos de comment les devs vont pouvoir trouver les composants qui existent. La meilleure réponse, finalement, c'est le cookbook. C'est-à-dire qu'en tant que dev, moi, quand j'ai un composant, je le cherche, je ne sais pas vraiment comment il s'appelle ou comment le trouver. J'ouvre le cookbook et je parcours, puis je retrouve. Et en plus, j'ai vraiment comment l'utiliser, comment le styler, etc. Donc, et à la limite, si je ne l'ai pas, je le complète, justement, pour les autres, quoi. Voilà. Merci Yves. Du coup, j'avais une question par rapport au testing, c'est-à-dire est-ce que vous faites du snapshot testing avec vos composants du coup, pour chacun, comme ils sont très séparés, très bien composés, je pense que c'est assez pratique à faire des tests. Est-ce que vous en avez fait?
Alors, on a fait quelques expérimentations autour du screenshot testing et snapshot, mais on était juste à l'expérimentation. On n'a rien du tout rien de mise en prod au point de vue composant de snapshot testing, etc. On a une équipe QA qui fait des tests UI. On a bossé avec eux pour faire que leur outil soit interopérable avec notre design system Compose, pour qu'eux retrouvent bien les tags avec Appium et je ne sais plus l'autre. Bref, ça va me revenir. Et UI Automator. Mais nous, en termes de développement, on avait juste fait on avait testé un peu en side sans vraiment aller jusqu'au bout et à l'utiliser tous les jours. Mais c'est quelque chose qui peut être sympa. Et du coup aussi, comme vous n'utilisez pas Material Team, est-ce que vous avez regardé au niveau du Layout Inspector quelles sont les performances du coup sur l'application? Est-ce qu'il y a des problèmes ou tout est bien géré? Pour l'instant, ça va. On n'a pas fait de deep investigation. On avait fait un petit spike performance pour un peu voir s'il y avait des écrans qui faisaient pas mal de recomposition. On en avait quelques-uns, mais juste en termes de recomposition. Après, en internal, pour l'instant, on n'a pas vu en tout cas, on n'a pas de dégradation de performance par rapport à avant. Est-ce que c'était déjà bon avant? Non, en tout cas ouais, on n'a pas fait des gros efforts pour l'instant à pinpoint. Est-ce qu'il y a vraiment des pertes de perf sur un fast scroll, etc. Petite dernière question. Cool. Merci Julien. Merci à vous. Vers la restauration qui est à l'initiative de Aircall. Merci Aircall. Merci Aircall.